merci de consacrer une partie de ta journée à nos échanges, enfin une demi-heure au maximum. Première question, comment est-ce arrivé à passer de Bandes-Lavines, donc les Vosges, où il n'y a pas vraiment tout près, à devenir skipper sur la Transatlantique? En fait, c'est un effet de circonstance. Déjà, pour commencer notre entretien, merci à tous d'avoir pensé à moi. Ça me fait chaud au cœur. Lestine, j'y ai passé quelques années. Nancy, voilà, parce que c'est une ville où je me suis exprimé et avec laquelle j'ai pu me lancer dans la vie. Donc, merci de penser à moi et puis à notre petit équipage. Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis en sortie d'année, 5e année Lestine. J'avais pour ambition à l'époque, j'avais Christophe Grappin qui avait été un des représentants entreprises qui était venu, que j'avais apprécié à l'époque, ça m'avait un peu marqué. Et du coup, j'avais fait un stage chez lui. Et de fait, chez Christophe, je m'étais rendu compte très clairement que la maintenance industrielle, elle me plaisait, mais en tant que prestataire. Et que lié à mon éducation, à mon expérience de vie, j'avais besoin d'être dans des situations un peu compliquées parce que c'est ce que je recherchais, c'est ce que j'aimais. Et donc, j'avais fait le choix de partir chez Bouygues Offshore pour partir sur plateforme offshore. Et ce faisant, Bouygues Offshore a fait le choix, au contraire, de me mettre tout de suite sur l'onshore et non pas l'offshore, parce qu'ils avaient des difficultés plutôt de gestion sur l'onshore. Et ils m'ont emmené, ils m'ont mis une mission, normalement qui devait durer 3 mois, puis ensuite 3 ans. Et en fait, je n'ai jamais quitté, sur Donge, sur la plateforme Total de raffinerie de Donge. Et c'est à Donge, en fait, en question, près de Saint-Nazaire, que j'ai découvert la mer. Parce que, écoutez, certes, jeune ingénieur, on a beaucoup de boulot, c'est vrai. Mais j'ai trouvé ça intéressant de m'intéresser à ce monde. Et en particulier, les gens de Total étaient très marins. Et le CE Total avait la chance d'avoir 2 bateaux à naviguer toute la journée sur l'eau, sur le port de Pornichet. Et donc, comme mon contact avec Total était plutôt bon, ils m'ont invité à participer à certaines de leurs régates. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. J'en suis devenu un des représentants et organisateurs des régates de Total, et à tel point qu'on est parti avec notre petit équipage sur des grands programmes Rolex, donc des types Fastnet, Giraglia, etc. Et c'est comme ça qu'on est devenu des skippers un peu affirmés quand même, pour pouvoir nous permettre maintenant de passer sur des régates plutôt professionnelles. Voilà. Ok. Et ton quotidien actuellement, là, à quoi 13 jours de départ, c'est chaud. C'est très chaud parce que, encore une fois, nous, on fait partie, globalement, on est les seuls amateurs. Hein. Ouais. Sur cette transat, les autres sont pros, ils sont prêts depuis 1 an déjà. Nous, on avait décidé de partir sur cette transat-là c'était en novembre, décembre. Et quand l'organisation a dit peut-être, parce que normalement elle devait avoir lieu en 2022, avril 2022, elle nous a dit peut-être qu'on la fera partir en 2021 parce que les skippers demandent à partir, étant donné que celle de 2020 a été annulée liée au Covid. Nous, il ne nous restait plus que 4 mois pour nous entraîner, chercher un bateau, préparer, chercher les sponsors, faire toute la préparation d'un programme sportif de haut niveau. Donc, avec notre travail, ça n'a pas été simple. Actuellement, moi, écoutez, en plus, je suis en création d'entreprise depuis 2 ans. Donc, je suis en train de passer la main sur toutes mes affaires à l'ensemble de mes collaborateurs. Et en parallèle, on fait, encore hier, on était sur la préparation, en particulier contrôle sécurité de l'ensemble du bateau. Ce matin, avant cette réunion-là, d'où un petit peu mon retard, j'étais avec les préparateurs techniques. Demain, on a rendez-vous pour tout ce qui est électronique bord. Après-demain, on a rendez-vous avec les diététiciennes, etc., etc. Donc c'est cadencé, extraordinairement cadencé jusqu'au départ. Et vivement le départ, on va pouvoir être un peu libre et pouvoir enfin naviguer et un peu vivre notre passion, quoi. Sachant que tous les jours, ils nous rajoutent quand même malgré tout des activités à faire en mer. On se demande si on fait de la course ou de la com maintenant. En mer, on a énormément de boulot en termes on doit faire de la vidéo, on doit faire de la photo, on doit faire des interviews. C'est un truc de dingue. Donc, mais c'est passionnant, c'est très drôle. Tout ça en mélangeant la stratégie, en mélangeant bien sûr la vie à bord, l'organisation de la vie à bord. Donc ça va être dense. Je pense que les 3 semaines vont passer extraordinairement vite. On ne va pas les voir passer. Okay. Et donc, il y a d'évoquer photos, vidéos, etc.
les étudiants de Polytech vont pouvoir te suivre de façon plus particulière. Oui, absolument. Alors, il y a plusieurs vecteurs pour ça. Le premier vecteur, c'est la Transat en double, le site de la Transat en double.bzh, qui permettra d'avoir les positions, les films en cours, etc. Et puis, nous, on a 3 RP, donc réseau presse, qui nous suivent, qui nous sont dédiés, que l'on a à notre équipage, et qui vont s'attacher à faire vivre Instagram et Facebook sous le nom 17 degrés Nord, qui est le nom de la société qu'on a créée pour développer ces activités. Donc, on va pouvoir nous suivre, pas de souci. Non, mais c'est un budget de combien en fait, c'est un sujet assez intéressant parce que par rapport à nos petits concurrents, si vous voulez, on a organisé ça à la méthode gestion de projet en tant qu'ingénieur que nous sommes. C'est-à-dire qu'en 4 mois, on a quand même réussi à trouver les sponsors, à fédérer on a à peu près, on a maintenant une team de 10 personnes qui travaillent en permanence sur le sujet. On a trouvé le bateau, donc on a réussi à avoir le bateau de Charles Caudrelier. Charles Caudrelier, c'est le skipper officiel de Gitana, donc de Banque Rothschild. Ce bateau a fait 2e à la solitaire avec Frédéric Dutil. Il a fini 1er à la solitaire à Saint-Nazaire. Donc, c'est un bon bateau. Et du coup, pour nous, on a eu cette chance donc, de trouver Charles parce que ça nous a permis de ne pas l'acheter. En général, sur ce type de programme, les gars, ils achètent leur bateau. Ils font le programme, ensuite ils le revendent. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des budgets de 400 000 à 500 000 euros. Donc, nous, pour le coup, ça nous a permis quand même de trouver le bateau à louer et on est sur un budget de 150 000 160 000 euros. Alors, nos sponsors c'est des sponsors que j'ai choisis en local parce que je suis attaché à faire vivre tout de même, étant donné que je suis un interlocuteur économique local, à faire vivre aussi, à promouvoir les entreprises locales. Donc Chrysler, qui est une entreprise de nutrition, d'accord, qui est connue dans les Vosges d'ailleurs, enfin ils sont connus partout en France, qui est notre principal sponsor et à titre d'ailleurs, je lui ai donné le nom du bateau. Donc le bateau s'appelle Chrysler, ouais, c'est ça. Ensuite, nous avons RP Solutions, donc RP Solutions qui est mon entreprise. Une entreprise de conseil et de développement de projets. Nous avons la Mare aux Oiseaux, donc avec Éric Guérin, qui nous concocte tous nos menus. Donc Éric Guérin, c'est un chef étoilé sur Saint-Joachim, donc en Brière, dans l'Ouest. Donc nous mangerons étoilés, n'est-ce pas, voilà, à bord. Là où les autres mangeront lyophilisés, les pauvres. Voilà. Et puis, sinon, nous avons les montres Bridgestone également qui nous suivent en sponsor, donc qui sont des Nantais, qui ont développé leur propre modèle de montre, qui sont très, très séduisants et super sympas. Donc voilà, donc, nos 4 sponsors sont Chrysler, RP Solutions, la Mare aux Oiseaux et Bridgestone. Voilà. Les valeurs que l'on prône dans le cadre de ce sport, que sont la pugnacité, le dépassement de soi, la valeur travail et la valeur écologique, et également, bien sûr, la valeur de partage et d'amitié, sont des valeurs qui ont tout de suite touché cette population-là et ces entreprises-là, et elles ont dit oui tout de suite. Tant et si bien que les autres sponsors que l'on avait touchés, on a dû les refuser parce que on avait suffisamment d'argent pour mener à bien notre projet, donc on a refusé certains sponsors. Mais ce faisant, on a d'autres idées en tête et on saura aller les rappeler le cas échéant. Il y a une certaine préparation physique. Alors nous, on ne l'a pas poussé au bout, on va dire, parce qu'on a une préparation technique qui était très importante. Rappelons-le, on n'avait que 4 mois pour préparer le bateau. C'est un bateau hyper exigeant. Alors vous le savez, vous êtes documenté, mais on part sur le bateau Figaro 3 de classe Beneteau, qui est un bateau à foil, qui est hyper technique, pour lequel on change tous les jeux de voile, on remet en état, on va dire, un certain nombre d'éléments dans le bateau, on le remet à la jauge aussi, parce que les jauges, les règles de course ont changé un peu. Donc en termes techniques, il y a énormément de choses à faire. Énormément de préparation à réaliser. Alors, bien qu'on ait nos préparateurs techniques, il faut quand même qu'on s'y colle et il faut qu'on organise tout cela. Et c'est là où la capacité de gestion de projet intervient. Sinon, on n'aurait jamais été en capacité d'être dans les temps. D'ailleurs, bon nombre sont quand même super surpris qu'on puisse faire tout ça en si peu de temps.
parce qu'il a fallu choisir un chantier. À cette époque-là, il y avait le Vendée Globe qui rentrait. Il y avait un certain nombre de courses qui étaient terminées, et donc tous les chantiers étaient débordés, donc ils ne pouvaient pas nous accueillir. Et donc on s'est débrouillé, on s'est débrouillé avec nos réseaux aussi, nos partenaires, etc., pour trouver de la place, des gens en capacité de travailler sur le bateau, etc. En termes d'équipe, alors au niveau préparation, votre coéquipier, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà beaucoup navigué ou... Oui, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque quand je commençais à naviguer. Lui, il partait sur sa première transatlantique en 2006 du port de Pornichet. Et du coup, moi, je naviguais déjà avec l'Eskip Total, et lui, c'est un Total. Donc, je lui ai dit, tiens, Nicolas, ça pourrait être sympa qu'on navigue ensemble. Il m'a dit, écoute, là, je pars en transat, on se voit après. Et donc, il a fait sa transat, on s'est vu après. Et depuis, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on navigue ensemble. Oui, oui. Et donc, on se connaît très, très bien. Et évidemment, la question est intéressante et importante parce qu'on ne part pas sur un programme transatlantique sans être certain du compagnon sur lequel on est. D'où cette valeur de fraternité qui est hyper importante, de respect et de confiance, parce que une transatlantique, c'est à la fois en double, c'est à la fois une demi-solitaire. C'est-à-dire que souvent, on est tout seul dehors, puisque l'autre soit dort, tout simplement, il se repose, soit il fait de la stratégie, soit il fait de la technique, parce que ça reste avant tout un sport mécanique. C'est-à-dire que tous les jours, on a un peu de réparation à faire, on a un peu de maintenance à faire, quoi. Donc, pour le coup, c'est un peu une demi-solitaire. Donc, mais pendant le temps où on opère autre chose, l'autre est à la barre et on doit lui faire confiance. C'est-à-dire que les bateaux sont quand même tendus, ils sont extrêmement rapides, ça nécessite un niveau de sécurité complémentaire parce qu'il n'est pas question de perdre quelqu'un, hein. C'est le problème de ces nouveaux bateaux hyper rapides à foil, hein. C'est-à-dire que perdre quelqu'un en mer, on ne le récupère pas, quoi. Ça va trop vite, en fait. Et donc voilà, donc il y a énormément de confiance à apporter, et il faut bien se connaître. Il faut savoir quels sont les gestes que l'un peut faire pour anticiper, pour que l'autre anticipe, etc., etc. Et on a la même ambition sur cette transatlantique, qui est non seulement de la faire, de la finir, mais vraiment de combattre les professionnels et d'essayer de se placer devant eux, quoi. Ouais. C'est un super challenge, hein. Sincèrement, là, c'est bravo, hein. Ouais. C'est une suite naturelle des choses, on va dire. On a toujours, on a fait de la compétition depuis un petit moment, on va dire, et puis ça reste avant tout plus intéressant en termes de compétition d'aller chercher des grands événements, d'aller se frotter aux meilleurs, puisque là, sur cette place-là, on a des mecs qui globalement, ils jouent leur prochaine participation au Vendée Globe, hein. Donc, sur cette transat-là. Donc, pour le coup, pour eux, c'est hyper important. C'est leur métier déjà, hein. Ils sont payés pour ça. Eux. Nous, on est payés, on s'amuse, hein, mais eux, ils sont payés pour ça. Et donc, ils ont intérêt à gazer. Donc, c'est intéressant de se confronter à eux. Et une transatlantique, c'est aussi ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect compétition, bien sûr. Il y a l'aspect tout simplement d'être au large. Une fois qu'on a commencé à naviguer au large, on a envie de continuer à faire du large, hein. Le large est tellement intéressant, ça apporte tellement de choses en termes à la fois de travail sur soi, d'espace de liberté, on est dans un monde, du coup, ça reste un des seuls mondes de liberté que l'on puisse connaître, enfin moi que je connais en tous les cas. Une fois qu'on est en mer, on est vraiment libre de toute chose, et on vit pleinement pour soi et sa passion. Et ça, c'est quand même super intéressant. Et une transatlantique, c'est aussi ça. C'est quelque part travailler aussi sur soi, se retrouver, se reposer peut-être les bonnes questions, au-delà de la même compétition qui est juste de faire marcher le bateau à entre 90 et 100% de sa performance, et d'essayer de faire une place, quoi. Donc, c'est un programme qui est très, très, très complet par rapport à ça. Humainement, sportivement. Les étudiants n'ont pas d'interrogation particulière. Je pense que le directeur compte sur eux pour qu'ils fassent en sorte que le cours lors de la transat en double soit suivi de façon précise, qu'il y ait de l'info tous les jours sur les sites Polytech, etc. Et puis Eric, si je peux me permettre, je pense que tu as le parrain de promo pour l'année prochaine. Ah bah, ça, je pense que ce serait une super nouvelle. Hein, franchement… Avec plaisir, hein. Pourquoi pas, hein, mais moi, je suis loin, hein, mais… Ouais, non, mais ça peut se faire soit en direct live, soit en visio, comme on vient de le faire, quoi.
voilà, il y a un parrain de promo pour l'année prochaine. Et ben voilà. On leur Bon, parle. Agnès a noté. On Ok, va laisser la parole aux élèves quand même un ouais, petit peu. ouais. Oui, moi j'avais une question. Est-ce que c'est la première fois que vous partez aussi longtemps en mer? Ou est-ce que vous avez déjà fait d'autres courses de cette envergure? Non, ouais, exactement. J'ai déjà fait d'autres courses qui étaient plutôt sur une semaine et demie. Là, on double le temps en mer, quoi. Donc là, on est parti sur 3 semaines. Encore que, on ne sait pas vraiment en réalité, parce que ce bateau n'a jamais traversé l'Atlantique. C'est un nouveau bateau de Figaro, hein. Il y a eu Figaro 1, il y a eu Figaro 2, là on est sur le Figaro 3. Et le Figaro 3 n'a toujours pas traversé l'Atlantique. Donc Beneteau est très intéressé pour voir comment va se comporter son bateau sur une transatlantique. Sachant qu'avant tout, un Figaro, ça reste un bateau de solitaire qui est capable de faire la transatlantique, dans le principe. Donc là, ils vont regarder ça avec grand intérêt. Et c'est ce qui donne, c'est ce qui fait un peu toute la. En ce moment, on sent sur les pontons, ça frémit. Tout le monde fait ses grips, fait son routage. Ces grips, c'est les fichiers météo que l'on chope un peu d'Internet. Voilà. Et on fait notre routage à travers des logiciels qui le permettent, qu'on paramètre. Et tout le monde se pose la question parce que, évidemment, si on part sur 20, 22 jours de mer ou 18, c'est plus la même. C'est-à-dire que pour le coup, on allège vachement plus le bateau, on gagne en performance. Donc, et tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le nombre de jours. Autant sur le Figaro 2, sur le Figaro 1, bon, on a un backup qui nous permet de dire une transatlantique, c'est tant de jours en moyenne. Autant celui-là, on ne sait pas. On pense que, on va dire que normalement, on tablait initialement sur 22 jours. Celui-ci, au début, on disait 20 jours. Et maintenant, on commence à dire c'est peut-être 18 jours. Parce que les alizés sont très nord en ce moment. Les anticyclones sont quand même tous globalement nord. Donc, ça veut dire qu'on pourra virer à droite très vite. Hein, parce que, pour rappel, la trajectoire, si on part de Concarneau, on va chercher Las Palmas et on part ensuite à droite dans l'ouest sur Saint-Barthélemy. Donc, du coup, on ne sait pas trop combien de temps on va le faire. Donc, nous, on a estimé 20 jours, voilà, pour être prudent. Et effectivement, jusqu'alors, j'avais plutôt fait du large sur une dizaine de jours. Donc, voilà. Pas fait. En fait, ce qui était assez intéressant, en fait, quand on est au large, c'est au bout de 3 jours, le corps s'adapte absolument à tout, en fait. Et ça, c'est assez impressionnant de vivre ça. La promiscuité, l'étroitesse du bateau. Celui-ci, en plus, il est particulier, c'est-à-dire qu'il fait quand même près de 12 mètres de long, mais pas une seule fois on tient debout dedans, quoi. Donc, en fait, le gars qui devait s'occuper, je pense, de l'aménagement et du confort, il a pas reçu le mail, il était Covid, je sais pas, mais il a jamais été là, lui. Donc, le bateau, il est absolument pas confort. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 jours, finalement, tout se passe relativement bien, on s'adapte. Et en général, quand on rentre, on se dit, déjà, en fait, on est bien sur l'eau. On n'a pas trop l'envie de rentrer en réalité. Bon, le métier d'ingénieur, c'est un métier qui est passionnant. Hein. On peut, en tant qu'ingénieur, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi, je suis sorti de l'Estine, il y avait un panel quand même de possibilités assez intéressantes. Après, il faut avoir autre chose dans la vie. C'est ce qui agrémente aussi la performance en tant qu'ingénieur. C'est-à-dire qu'il faut avoir des passions, il faut s'intéresser à des choses. Et le sport, c'est quelque chose qui est important, qui est fédérateur. Au sein de l'entreprise, en termes de management, c'est juste top. Hein. C'est pour ça que les sponsors ont plutôt dit oui assez rapidement. Et en termes de valeur humaine, parce qu'un ingénieur reste avant tout un homme qui se doit lui aussi constamment d'améliorer sa performance propre, sa performance en tant qu'homme, et pour être bon d'ailleurs et meilleur ingénieur, que ce soit dans son quotidien de management ou son quotidien technique. Et pour ça, voilà, une transat ou le fait de faire du bateau ou le fait de faire un autre sport ou de se passionner, en tous les cas, pour quelque chose est vachement important. Et il ne faut pas l'oublier, quoi. Il y a pas que le fait d'être ingénieur et d'exécuter une presta dans une entreprise. Voilà, il y a autre chose et ça permet d'enrichir la personne et ça permet d'enrichir la valeur de l'ingénieur, quoi, à mon sens. Oui, moi je me posais une question par rapport aux risques avec le bateau. Oui. Est-ce que vous avez identifié des gros risques pour traverser l'Atlantique? Les pélagiques, les conteneurs. Notre bateau est c'est un bateau de sport, hein, donc il est assez fin. La coque dans la crash box, devant on voit l'eau, hein, donc c'est dire. Après, les autres risques, en fait, souvent on nous pose des questions, mais en fait on s'entraîne pour ça. C'est la raison de toute cette préparation qui est relativement longue et complexe, c'est qu'on essaie d'anticiper un maximum
les risques que l'on peut rencontrer à bord. Et donc, on amène du spare à bord. Tous les organes qui sont relativement faibles, soit on les double, soit on fait de la maintenance, quoi, hein. Soit on les double, soit on les change. On fait du préventif, hein, et voilà, un peu de curatif. Mais non, les gros risques, c'est vraiment la mer, en fait. C'est ce qu'elle peut apporter, et en particulier les encombrants, on va dire, entre guillemets, qu'on peut rencontrer en mer. Parce que là, pour le coup, on tape un conteneur. C'est fin de chantier, hein, on rentre, hein, la transat elle est terminée. Après, c'est perdre un mât, donc ça c'est perdre un mât, c'est quand même plutôt le navigateur, hein. Il faut savoir que sur cette transat, on est, vous l'avez noté, hein, mais on est tous avec exactement le même bateau. Et nous, on a toujours préféré ça, ce qu'on appelle de la monotypie. On part tous avec exactement le même bateau, si bien que la différence se fait juste par la capacité du navigateur, du marin à bien mener son équipage, sa technique, sa mécanique pour l'amener à terme, quoi. C'est un peu l'exploitant d'usine qui a sa machine, soit il la pousse, puis il prend le risque qu'elle casse à un moment donné, soit il en fait quelque chose qui dure dans le temps, et il peut espérer produire davantage. Nous, c'est un peu ça, en fait, hein. On fait gaffe au bateau pour justement l'amener jusqu'à Saint-Barth et espérer faire une belle place. Électronique, savoir où on est, calculer une performance. Sans électronique, c'est compliqué. Donc là, on passe sur du double. On sécurise un certain nombre d'opérations, enfin un certain nombre d'équipements, et puis on va doubler ceux qu'on pense être plus fragiles, quoi, à ce moment-là. Mais voilà, parce qu'en fait, globalement, la nave, on fait de la stratégie tous les jours. Et puis, une fonction de la stratégie que l'on a décidée ensemble, on la suit et on va régler le bateau de telle sorte qu'il soit toujours au maximum de sa performance, c'est-à-dire on essaie d'être jamais en dessous de 90%. Et pour ça, on a des capteurs à bord, hein, qui nous permettent de mesurer la performance du bateau. Et donc de dire le bateau il marche pas comme il devrait marcher au maximum, il marche qu'à 50, 60, 70, voilà. Donc c'est ça l'enjeu, c'est d'être tout le temps au réglage, quand même, pour pouvoir tout le temps être sur 90-100% de la performance, voire plus, hein, des fois. Le premier, globalement, c'est celui qui aura, d'une part, fait la meilleure stratégie, c'est-à-dire que en ce moment, ça va être très intéressant cette édition, parce que le bateau n'a jamais, ce que j'ai dit, traversé l'Atlantique. 2, on a des skippers qui jouent un jeu maintenant important pour le futur Vendée Globe. Et puis 3, on a une météo qui est totalement fausse. Il n'y a quasiment aucun grip de juste en ce moment lié au Covid, hein. Donc pour le coup, on part avec des météos fausses. Donc, à nous d'avoir une lecture différente et de ne pas faire confiance au modèle mathématique et au modèle météo qu'on nous donne, et d'avoir une vision du plan d'eau, une logique d'études météorologiques qui nous permettent effectivement de choisir la bonne stratégie. Donc ça va être super intéressant. Donc le gagnant, c'est celui qui aura c'est globalement celui qui aura été le meilleur météorologue. Et celui qui aura été le meilleur régleur à bord de son bateau. Je trouve qu'on retrouve pas mal en fait tous les aspects technologiques en fait qui sont liés. Je pense que la formation elle doit quand même bien servir, hein, à ce niveau-là. Plus que Oui. que vous avez acquise. Non, Hein. Non, mais maintenant, les skippers de haut niveau, ce sont des ingénieurs, hein. Les gars, quand on voit là, le nouveau Banque Populaire qui est en train d'être sorti, l'ultime, qui va être le bateau le plus puissant au monde, c'est un concentré de technologique. Et le skipper, il se doit, lui, de connaître parfaitement cette techno pour pouvoir, d'une part, l'exploiter au mieux, et puis d'autre part aussi, être le mainteneur de cette machine. Bon, même si les ultimes vont très vite, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas longtemps sur l'eau, ils font le tour du monde en quelques jours. Mais Charles, par exemple, Charles Caudrelier, à qui on loue le bateau, il est lui sur Gitana, c'est actuellement le bateau le plus puissant du monde, hein. Et c'est un concentré de techno. Et le mec, il est avec des tableaux de bord qu'on connaît très bien en tant qu'ingénieur, hein, comme dans une usine. Donc non, c'est une... Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup fait de régates. Déjà parce que j'aime ce qui est compliqué, ce qui est difficile, et j'aime ce qui est technique. J'ai toujours aimé la technique. Donc, du coup, pour le coup, ces bateaux-là, c'est éclatant, quoi. Tout est technique. On allie l'électronique, la mécanique, et le fluide. Alors, nous, moins, parce qu'on est sur des bateaux qui sont très mécaniques. Mais les gars... à bord des grands bateaux, ils mélangent aussi ces compétences-là, hein, fluide et hydraulique. Par rapport à cette partie météorologie,
on n'a pas vraiment de formation sur ça à Non. l'école. Donc, où avez-vous appris ou comment vous avez réussi à avoir des connaissances sur cette partie-là? Ben, en tant qu'ingénieur, comme tu l'es ou tu le seras très vite, tu auras appris à apprendre. Et donc, du coup, tu sauras, dans quelques domaines que ce soit où tu penses ne pas avoir les connaissances, te renseigner, te cultiver pour avoir et pour saisir les principales connaissances nécessaires. Donc, tu lis. Sur la météo, il y a des livres qui sont très, très bien faits, qui sont très explicites. Et puis après, il y a l'expérience sur l'eau, quoi. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le plan d'eau, il est ce qu'il est. Il faut savoir lire les nuages. Nous, on va chercher le vent tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, on va chercher les dépressions. Là où les autres vont plutôt s'écarter pour être au calme, nous, on va chercher les dépressions pour chercher du vent. Donc, il faut voir où elles peuvent se créer, lire où elles peuvent être les plus fortes et puis aller les chercher. Mais non, oui, évidemment, on n'a pas fait cela à l'école. Pour autant, on se documente et puis c'est de l'expérience. Est-ce que vous avez des femmes dans votre équipage, enfin, dans votre équipe? Dans notre équipe, oui, tout à fait. Ah. Le réseau presse est quasi... alors, on a 3 réseaux presse femmes, on a 3 diététiciennes femmes. Grand chapeau, enfin grand respect pour ces femmes qui naviguent, parce que le bateau est exigeant. Pour une femme, c'est plus compliqué qu'un homme, très clairement, à bord. La vie à bord est plus compliquée parce que à bord, alors, c'est physique. 2, il y a un rythme soutenu. On dort 1h30 toutes les 8 heures. Entre-temps, on a quand même pas mal... les journées passent très, très vite. Il y a beaucoup de choses à faire. On a une tenue... Il faut se dire les choses. Il n'y a rien à bord, quoi. Donc, mais rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de table à cartes, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. C'est simple, c'est une coque. Voilà. Donc, du coup, pour une femme, c'est pas facile. Tout est compliqué, quoi. Donc, chapeau pour celles qui font vraiment le pari d'y aller, qui veulent en faire leur métier. Petite question, est-ce que vous savez si on a la possibilité de participer avec vous à la course via Virtual Regatta? Yes. Ah oui, complètement. Oui. Super, je vais regarder ça alors. Ouais, on sera sur Virtual Regatta. Le sponsor principal est en train de regarder pour que l'on puisse aussi utiliser le jeu de voile, qui est un beau jeu de voile, puisqu'on l'a fait dessiner par Jean-Baptiste Éperon. Jean-Baptiste Éperon, c'est le gars qui globalement dessine la moitié des bateaux qui sont sur le Vendée Globe et les Ultimes. Donc, c'est un architecte naval, hein, donc il est très très fort et on a un très très beau bateau. Moi, j'en suis très content. Non, notre bateau, il est top. Moi, j'adore. En fait, et puis bon, c'est vrai, hein, quand on part sur une course, c'est toujours, il y a de l'affectif avec sa machine. Et on a toujours du mal de s'en séparer en réalité. Et celui-ci, on sait qu'on y a mis tellement de cœur et d'énergie à le préparer. On va avoir du mal de le rendre, en fait. Je pense que mon salon est trop petit, c'est bien dommage, mais j'aurais bien rentré dedans. Mais non, c'est ça. Hein, il y a une vraie émotion entre la machine et l'homme, hein, à bord. C'est comme en automobile. Hein. Un pilote auto, sa voiture, il y a de l'affectif, il y met de l'affectif dedans. Hein. Donc, c'est comme tout le sport mécanique. Et à ce niveau de compétition-là, la voile, c'est un sport mécanique. C'est très clairement un sport mécanique. Donc, on y met de l'affectif, quoi. Ouais. Donc, voilà. Non, mais le bateau, vous pouvez le suivre sur Virtual Regatta, pas de souci. J'espère que vous aurez les voiles pour pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, vous mettre à l'effigie de notre bateau et puis jouer contre nous sans arriver devant nous, si c'est possible. D'accord, merci. On va essayer. Je pense que messieurs les étudiants, je vais me faire le porte-parole de monsieur le directeur. Vous, que vous diffusiez au maximum auprès de la communauté Polytech Nancy et plus globalement Polytech, justement, l'implication, la participation de Romuald, qui est des messages tous les jours sur l'état d'avancement, les performances, etc. Ouais. Ok, vous êtes d'accord? En cette période, c'est un super message, quoi, en fait. C'est bien de pouvoir vivre et maîtriser sa passion et de montrer qu'il y a d'autres informations que les informations un petit peu lancinantes qu'on a et qui nous fatiguent depuis un an.
tous et qui rendent notre travail au quotidien difficile. Donc je pense que c'est bien de pouvoir avoir cette bouffée d'air, on va dire, en vous suivant. En pouvant vous suivre, Romuald, c'est super. Non, mais non, merci à vous. Mais c'est ça aussi l'objet, c'est vrai, hein. Nous, on a décidé d'y aller au premier confinement, en fait. On était en train de jouer sur Virtual Regatta, la première, le Vendée Globe de 2020. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais on fait quoi là? Si on en est arrivé là, ça va pas. Enfin, c'est sur l'eau qu'il faut être. Donc, on s'inscrit à la prochaine et on joue plus. Parce que, là, on est enfermé, c'est pas notre nature, quoi. Donc, du coup, c'était un peu ça aussi l'objet, c'est de faire autre chose que trouver des moyens d'évasion, de penser à autre chose, de voir autre chose. Et pour le coup, nous, c'est vrai, nous, on est dans notre truc, on est dans notre bulle. Là, on va parler de passion, on va parler de navigation, on va parler autre chose. Et ça nous fait un bien fou. En gros, on voudrait que tous les gens qui nous suivent fassent partie de la team. Un point même qu'on voulait même mettre des caméras 24h24 à bord. Bon, la data est chère, on n'a pas pu faire. Il aurait fallu trouver un sponsor qui donne de la data. Mais c'est ça aussi finalement le truc, c'est de faire vivre un petit peu cela, cette évasion à d'autres pour pouvoir, à chacun pour pouvoir penser à autre chose, quoi. D'accord. Bah écoutez, merci à vous. Merci. Et puis, Témoignage. Merci du témoignage. On va essayer de faire vivre au maximum ton aventure à la communauté Polytech. Et puis, j'ose pas dire bon vent, mais à bientôt. Eh bien, en tous les cas, merci. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez de l'info, je vais vous donner les coordonnées de notre RP. Si vous voulez avoir de l'image particulière ou de la vidéo. Si vous voulez qu'on fasse aussi une interview à bord en course, c'est possible aussi. Il faut juste se caler parce que nous, on n'a pas le droit de communiquer. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des mails, on n'a pas le droit d'en émettre. On n'a pas le droit d'appeler. Donc, il faut juste se caler avant le départ pour dire telle heure, tel jour, on fait de la com. On fait 1 heure, par exemple. Et puis, après, à l'arrivée, si vous voulez refaire une visio ou quoi, avec grand plaisir. Hein. Ok. Voilà. Bah, volontiers. Super. On va laisser les étudiants aussi au pilotage avec nous, hein, de ça. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien. C'est pour eux, pour justement pouvoir s'évader un peu. Et le club nautique navigue sur quoi, là, du coup, sur lac? Quel support ils ont? On essaye de faire multi-support. Là, pour l'instant, on a juste eu 2 séances d'initiation où c'était simplement du kayak et du paddle. Et on espère après, à la base nautique, il y a des planches à voile et du catamaran. On espère pouvoir en faire un peu d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est super. Très, très bien. En tout cas, que ce soit les personnels ou les élèves, on va être derrière vous et on va vous suivre. Eh bien, c'est génial. Eh bien, merci beaucoup. Merci de l'initiative. Moi, ça me fait plaisir de partager cela avec vous. L'Estine, c'est mon école. J'ai défendu ces valeurs à travers mes activités professionnelles. Maintenant, ça me pousse aussi à partager ces valeurs-là sur le milieu sportif. Donc, j'en suis ravi. Très, très bien. Merci beaucoup pour tout cela.